machine learning. Donc moi, je m'appelle Alexandre Dubreuil, je suis software engineer, je suis designer aussi sonore. Bon, du coup, j'ai écrit un livre sur la musique générative. Et puis, aujourd'hui, on va parler de Visual MIDI. Donc, quand j'ai commencé à écrire mon livre sur la génération musicale avec Magenta, je me suis rendu compte que écouter du son avec des pages de papier, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien si mes lecteurs pouvaient un peu voir la musique et puis réussir à représenter ça d'une manière qui est informative et puis qui est jolie et puis qui marche bien, quoi. Donc, j'ai décidé d'écrire la librairie de Visual MIDI pour ça. Donc, l'idée, c'était pouvoir générer des graphiques de visualisation de la musique en HD, donc en grande qualité, pouvoir m'aider à analyser les données que je donne au réseau de neurones en fait, pour mon apprentissage machine, et pouvoir analyser la sortie de mes modèles, des générations de mes modèles en fait. Du coup, en petit cours d'histoire, en fait, MIDI, c'est une représentation symbolique. Donc, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, du coup, on ne représente pas le spectre audio en MIDI, on ne représente que la partition. On ne représente que les notes et les durées de notes. Et en fait, il y a la correspondance dans le monde physique, ça s'appelle un piano roll. Donc, en fait, à l'époque des pianos mécaniques, on faisait des espèces de rouleaux perforés sur lesquels on mettait les notes, du coup. Et puis, le piano pouvait récupérer ces notes-là et puis rejouer sa partition. On a encore des pianos roll aujourd'hui. Donc ça, c'est un screenshot de Ableton Live. En bas, il y a la vue, en fait, pour le MIDI. Et en fait, ça, c'est l'équivalent de piano roll. Donc, Visual MIDI, on visualise avec un piano roll. Donc, on verra l'affichage dans quelques minutes. Pour installer Visual MIDI, c'est relativement facile. On crée un nouvel environnement virtuel avec Python, c'est plus simple. Et puis ensuite, on fait pip install Visual MIDI. Du coup, je vais faire un peu de live code. Donc, Visual MIDI est basé sur une autre librairie qui s'appelle Pretty MIDI. Pretty MIDI, c'est une représentation MIDI en Python. Et du coup, ah ouais, bon, mon ordi est un peu lent avec le record, on va voir si ça passe. Du coup, je vais me baser sur Pretty MIDI pour charger un fichier MIDI. Et puis, je vais aussi charger Visual MIDI. Vous voyez bien, est-ce que vous voulez que je mette le texte plus grand, peut-être? Ou c'est bon? Pour moi, c'est bien, mais... Ouais, pour moi aussi. Ouais. Ok, très bien. Donc en fait, là, j'ai récupéré l'objet Pretty MIDI. Donc en fait, je vais déclarer une nouvelle variable et je dis Pretty MIDI. Et puis là, je lui passe mon fichier MIDI. Donc ici, j'ai des fichiers exemples à gauche. Donc je vais juste prendre ce fichier MIDI-là que j'ai déjà préparé. Après, j'instancie un truc qui s'appelle un plotter. J'aurais dû l'appeler Visual MIDI, mais c'est pas grave. Je pourrais peut-être changer ma lib plus tard. Et puis ensuite, sur Visual MIDI, sous le plotter, on a la méthode show, plot et save. Du coup, là, je vais faire show et puis je lui passe l'objet Pretty MIDI qui encapsule le fichier MIDI qui est sur disque. Et puis, du coup, il faut juste donner un fichier de sortie. Donc, je vais sortir là, par exemple. Et en fait, ça sort en HTML. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, j'exécute ce code-là et je vais vous montrer la librairie de visualisation, ce qui nous affiche. Donc, du coup, ça ressemble à ça. Donc, à partir d'un fichier MIDI, j'ai instancié mon objet Pretty MIDI, Visual MIDI, et puis ça affiche ça. Donc, dans le fichier MIDI, on a nos notes affichées sous forme de piano roll, et puis la division par temps et par mesure. Donc, les grandes barres, c'est les mesures, les temps, c'est les petites barres, et en bas, on a les secondes. Donc là, on est sur 8 mesures, et on voit, c'est une mélodie quelconque. En passant par-dessus, on a les différentes informations des notes, et puis on peut se déplacer dans le fichier. Donc là, il n'y a que 8 barres fichier. Éventuellement, si on avait un plus gros fichier, on pourrait se déplacer davantage. Alors,
Moi, j'avais besoin de ça pour écrire le livre. Donc ça, c'est le résultat qu'on vient juste de faire ensemble en live code. Mais un autre truc dont j'avais besoin, c'était de pouvoir modifier en fait l'apparence de mon graphique pour pouvoir mettre en valeur certaines parties pour les lecteurs à certains moments. Donc il y a aussi un autre objet, je vais vous montrer juste vite fait en 2 secondes. On a aussi un objet qui s'appelle preset. Et l'objet preset va permettre de changer l'apparence du graphique. Il y a déjà un preset 4K, c'est celui que j'ai utilisé pour générer les graphiques du livre, pour qu'on ait une qualité un peu meilleure. Donc quand on instancie le plotter, on peut passer un preset. Faut que je l'instancie avant. Preset. Et puis du coup, je ne vais pas passer toutes les configs, mais en gros, si on regarde un petit peu, on peut modifier la taille du graphique, on peut modifier la taille des fontes, donc c'est comme ça que je génère un graphique en 4K. On peut enlever des labels, des trucs comme ça. Donc par exemple, je peux faire show bit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais désactiver ça. Je vais mettre à false. Et puis, on peut aussi passer du paramétrage dans l'objet plotter. Ça configure les choses différentes. Donc, le plotter, c'est plutôt le comportement du graphique en soi. Et le preset, c'est plutôt l'apparence générale du truc. Donc, je réexécute vite fait juste pour vous montrer. Et après, je reviens à la présentation. Donc ici, j'ai enlevé l'affichage des temps. Je pourrais aussi éventuellement montrer le graphique que sur 4 temps, que sur 4 mesures, pardon, ou 2 mesures, ou autre chose. Donc si je reviens à la présentation. Donc ici, du coup, c'est un exemple de paramétrage qu'on peut faire pour modifier l'apparence. Et puis ça peut donner un truc comme ça. Bon, la partie intéressante, c'est quelle est l'utilité de ce genre de librairie pour faire du machine learning. Donc en fait, dans le livre, au chapitre numéro 6, je fais de la préparation de datasets. Donc la partie préparation de dataset, c'est une partie qui est hyper importante dans le machine learning, parce que le dataset, c'est ce qui va donner en fait est-ce que votre réseau de neurones il est bon ou pas. Et une des utilités de visualiser la musique, c'est de pouvoir vérifier que notre construction de dataset est intéressant et correspond à ce à quoi on s'attend. Donc, moi, j'utilise un dataset qui s'appelle LAC, qui est plutôt bien. Et puis, je donne cet exemple-là dans le bouquin. Donc ici, j'ai un petit exemple de code. Ça, c'est du code qui vient du livre. Éventuellement, si vous êtes intéressé, tout le code du livre est sur GitHub. Donc, éventuellement, vous pouvez aller faire récupérer les exemples quand même. Donc ici, du coup, c'est chapitre 6. Et on voit ici tous les exemples du livre. Donc là, j'en prends un en particulier, je ne vais pas l'exécuter parce qu'il est un peu long. En gros, j'appelle le fichier Python et puis ce que cet exemple-là fait, c'est qu'en fait, il analyse la structure musicale du fichier MIDI. Il va extraire les rythmiques qui sont en 4 on the floor. Donc 4 on the floor, c'est il y a un kick tous les temps. Et du coup, ici, je vais dire à l'extracteur, au programme, je veux que ce soit tous les temps et je peux avoir 25% du temps où le kick n'est pas tous les temps. Donc en fait, 75% du temps, j'ai un kick tous les temps. Et du coup, je prends un petit sample, hein, le dataset là, qui est vraiment énorme. Donc je prends juste 100 morceaux et puis je crois que c'est en extrait une dizaine. Ouais, c'est ça, c'est en extrait 11. Donc en fait, il y en a 11 sur ces 100 là qui ont la structure rythmique 4 on the floor. Donc ça, j'ai constitué un mini dataset. Et puis l'idée, c'est que je veux aller vérifier est-ce que mon dataset il correspond bien à ce que j'ai voulu écrire comme code. Donc ici, j'ai mes fichiers hein, qui sont sur disque. Donc je vais aller dans un terminal. Donc ici, j'ai extrait les fichiers. Donc là, j'ai une dizaine, 11 fichiers. Et puis, du coup, je peux utiliser Visual MIDI sur ces fichiers-là que je peux aussi appeler en fait en ligne de commande. Donc je fais for each file in ls do. Et puis là, je peux faire Visual MIDI. Et puis là, je passe le chemin vers mon fichier.
Et puis done. Et puis là, ça va s'exécuter. C'est des traitements qui sont un peu longs parce qu'en fait, c'est des fichiers MIDI qui sont longs. Donc en fait, c'est des vrais morceaux complets. Donc ça prend un peu de temps. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a des exceptions pour certains fichiers. Donc ici, on voit l'exception, c'est les signatures de temps multiples ne sont pas supportées. Donc c'est une limitation de Visual MIDI. J'ai décidé de ne pas supporter cette partie-là parce que c'est vraiment difficile d'afficher de la musique en time signature, avec des time signatures différents dans le même morceau, ou s'il y a des changements de QPM, de BPM pendant le morceau, si c'est très difficile d'afficher. Je vous montrerai plus tard certains utilitaires. L'idée, ce que moi je fais, c'est qu'en fait, je sépare le fichier MIDI à des endroits où il y a des changements de signature de temps ou de BPM. Et puis du coup, ça me permet de traiter ces fichiers-là quand même, mais sous forme de plusieurs morceaux. Donc je vais l'arrêter parce qu'en fait, ça prend un peu trop de temps. Du coup, ça m'a généré des fichiers, des plots en fait, des graphiques. Donc on va voir ce que Visual MIDI nous a sorti. Je ne les ai pas trop testés ceux-là, donc c'est possible, ça me donne des trucs un peu funky. Ok, très bien. Donc là, ici, on a un morceau, donc on voit qu'il est assez long, donc il fait 143 secondes. Et en fait, là, ce qu'on cherche à vérifier, c'est que visuellement, on veut que ça corresponde au dataset auquel on s'attend. Donc ici, on a demandé 4 on the floor, donc ici, on a les marqueurs de temps. Donc là, ici, on a un kick autant, un kick autant, un kick autant, etc. Il n'y a pas beaucoup de variations. Donc en fait, là, on se rend compte que notre extraction rythmique, elle a bien fonctionné. Donc là, ici, on a le kick en 35. Alors, 35-36, c'est kick. Donc 38, c'est snare. Après, il y a des hi-hats. Donc on voit que c'est bien rythmique et puis que notre extraction a correctement fonctionné. Bien évidemment, il y a d'autres manières de vérifier que le dataset qu'on est en train de créer est valide, mais visuellement, on voit tout de suite en fait qu'il y a un truc qui se passe. Donc, il faut aussi écouter le morceau, bien évidemment, mais Visual MIDI, c'est un outil de plus pour valider que nos données sont bonnes. Très bien, je ferme ça et je reviens à la présentation. Donc, easy peasy, Visual MIDI, super, on est content. Et après, du coup, on a créé notre dataset. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est entraîner un réseau de neurones. Donc là, je fais un mini exemple sur un réseau de neurones qui est dans Magenta, qui s'appelle DrumsRNN. C'est un réseau de neurones qui permet d'entraîner sur des rythmiques. Dans ce réseau de neurones-là, on va encoder chaque step. Donc ici, j'ai mis sur le graphique qu'est-ce que c'est un step. Donc ça, c'est un bar, donc c'est une mesure. Un step, c'est un 6e de mesure, un 16e de mesure. Donc il y a 4 steps par temps. Et du coup, on encode un step comme l'unité la plus petite qu'on va donner au réseau de neurones pour l'entraînement. On va l'encoder dans ce qu'on appelle un one hot vector, un vecteur chaud. Je ne sais pas comment dire ça. Et on va encoder ce machin-là sous forme de classe. Donc ici, on remarque qu'il y a deux notes qui sont jouées. Donc en fait, on a le kick en 36 et le snare en 38. Donc en fait, bon, l'exemple n'est pas pareil ici, c'est snare et cymbale. Donc en fait, sur un step, on peut avoir plusieurs événements. Donc on a l'événement 51 et 38 qu'on va réduire. Je vais sauter cette partie-là, mais la partie intéressante, c'est qu'on va créer un one hot vector. Donc en fait, on va flipper le bit à l'index 258 qui correspond à l'événement j'appuie sur le snare et la cymbale sur le même step. Donc c'est comme ça qu'on encode les données pour DrumsRNN. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, et puis je reviens à Visual MIDI, je ne suis pas là que pour parler de machine learning, c'est qu'en fait, dans DrumsRNN, on va encoder aussi un truc qui s'appelle un lookback. Je reviens en arrière un petit peu. Comme ça. Ici en bas, j'ai mis le one hot vector, donc l'encodage de la musique, et en bas, on a des compteurs et des flags. En fait, dans les compteurs et dans les flags, on va encoder ce qu'on appelle un lookback. Et le lookback, c'est pour un événement, donc pour un step, on va aussi encoder ce qui s'est passé il y a une mesure avant. Donc si ici, on prend le début de S1 et on prend à la seconde 3 l'événement 76, dans le one hot vector de cet événement 76-là, on encode aussi qu'à la seconde 0,
donc un bar, donc une mesure plutôt, on avait aussi l'événement 76. On encode ça dans le one hot vector qu'on donne au réseau de neurones, et ça nous permet d'avoir un réseau de neurones qui apprend les patterns. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, le réseau de neurones va comprendre, entre guillemets, il ne comprend pas grand-chose, hein, mais il va comprendre ou il va apprendre que les structures rythmiques dans la musique se répètent toutes les mesures. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer des structures rythmiques qui se répètent. Donc, c'est avec le concept de loopback. Visual MIDI rentre en jeu parce qu'en fait, à partir du moment où on a entraîné notre réseau de neurones sur notre dataset, et qu'on a généré des morceaux, donc ça c'est une génération ici que vous voyez, bah du coup on va regarder est-ce que les lookbacks ont été efficaces pour l'entraînement et est-ce qu'on voit bien des répétitions de patterns dans la rythmique. Donc là ici j'ai mis en évidence S1 et S2 pour structure 1 et structure 1, 2, et du coup on voit que le lookback fonctionne correctement parce qu'on a une répétition de structure. Ce qui est intéressant avec Visual MIDI, c'est que visuellement, on peut voir la répétition de patterns. On peut aussi l'écouter. Donc, bien évidemment, on va écouter les générations musicales de nos réseaux de neurones. Mais en fait, visuellement, l'œil est attiré vers les patterns et on reconnaît plus simplement les patterns à l'œil. Et moi, j'ai trouvé plus facile de reconnaître une bonne génération visuellement qu'en l'écoutant. Bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut quand même écouter le morceau. Parce que là, je regarde ça, je ne sais pas vraiment comment ça sonne en fait. Très bien. Donc une autre partie de la génération qu'on peut visualiser avec Visual MIDI, c'est ce qu'on appelle la température. Donc on a des paramètres lorsqu'on génère de la musique avec des réseaux de neurones. En fait, les algorithmes de génération, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les réseaux de neurones pour prédire la prochaine note. Donc on est au temps 0 et puis on va demander au réseau de neurones c'est quoi la prochaine note, c'est quoi la probabilité de la prochaine note. Et puis le réseau de neurones va dire le kick 36 est probable à 90% et puis après il y a telle et telle note en dessous moins probable. On fait ça de manière itérative à chaque step en utilisant les données qu'on a déjà générées pour initialiser les réseaux de neurones aux étapes suivantes. Et en fait, on va générer une espèce d'arbre, donc en fait de graphe de génération à chaque step. Et il y a un moment où on va choisir un chemin dans cet arbre-là de génération. Et en fait, le chemin qu'on choisit, on peut le paramétrer avec un paramètre qui s'appelle la température. Donc plus la température est haute, plus on prend un chemin chaotique. Donc en gros, on prend un chemin qui est loin des prédictions du réseau de neurones. Et sinon, plus on prend une température qui est cold, bah là, on va prendre les prédictions du réseau de neurones qui sont les plus élevées. Donc en fait, on va avoir des prédictions qui sont plus conservatrices, qui sont plus proches de ce que le réseau de neurones a appris, mais aussi on va générer moins de notes à ce moment-là. Il y a d'autres paramètres qui permettent de gérer le nombre de notes qu'on génère, etc. Donc là, ici, je compare hot. Donc il y a beaucoup de notes, et puis cold, il n'y a pas grand-chose. Donc Visual MIDI, ça nous permet aussi de comparer les différents paramètres et puis leur impact sur la génération musicale. Donc, comment Visual MIDI s'intègre avec d'autres outils? Donc, bien évidemment, moi, le but principal, c'était que ça s'intègre avec Magenta. Alors, depuis, j'ai écrit le livre l'année passée, puis je l'ai publié en février. Quand j'ai publié la version stable, c'était la 1.1.7. Depuis, ils ont sorti la 2 et puis la 2.1. Du coup, la 2.1 qui est sortie en juillet. Et en juillet, ils ont extrait un truc qui s'appelle NoteSec. Et NoteSec, en fait, c'est la représentation des notes dans Magenta. Du coup, malheureusement, parce qu'en fait, une grosse partie du code de mon livre est obsolète, ce qui est un peu con, mais bon, vu que c'est imprimé sur papier, c'est dur à changer. Alors, j'ai changé le code sur le GitHub, ça c'est bien, mais ce qui est imprimé est imprimé, malheureusement. Du coup, en fait, l'interaction avec NoteSec, alors déjà, je parle un petit peu de NoteSec, donc en gros, ça représente une séquence de notes. Donc, en gros, c'est une implémentation de MIDI sous forme de protobuf. Donc, protobuf, c'est une représentation binaire qui est utilisée du coup directement par les réseaux de neurones. Donc là, on fait une nouvelle note séquence, on fait note.add et puis on ajoute des notes, pitch, machin. Donc si vous connaissez le protocole MIDI, vous n'allez pas être perdu, ça ressemble à ça.
on set le tempo et du coup, on fait print la séquence. Ben, en fait, ça ressemble à ça. Bon, vraiment rien de sorcier. Mais en fait, Visual MIDI s'interface pas directement avec Notesec parce que je voulais un format pivot, donc un format qui est moins dépendant de Magenta. Donc en fait, je me suis dit, ben, Visual MIDI, c'est mieux si c'est basé sur Pretty MIDI qui est une librairie MIDI hyper connue. Et j'utilise Pretty MIDI comme format pivot. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, les gars chez Magenta, ils ont été smart. En fait, on peut convertir de Notesec dans Magenta à Pretty MIDI hyper simplement. Donc, il y a des utilitaires en fait dans Notesec, donc MIDI to Note Sequence et Note Sequence to Pretty MIDI, dans le sens. Donc, si on veut convertir de Magenta vers Pretty MIDI, on fait Note Sequence to Pretty MIDI avec la séquence Notesec. Ça nous retourne du Pretty MIDI et en fait, avec du Pretty MIDI, on peut afficher notre graphique. Okay, donc, voilà, plutôt pratique. Et si on veut faire l'opération inverse, on peut passer de Pretty MIDI à du Notesec, du coup, de Magenta. Voilà. Et puis, du coup, bah, en fait, on fait de la data science parce qu'on fait du machine learning. Donc, du coup, il faut que ça s'intègre dans Jupyter ou dans des notebooks. Donc, j'utilise Jupyter, mais il y en a d'autres. Donc, Pretty MIDI supporte aussi Jupyter à travers Bokehplot, du coup, qui est le truc derrière. Alors, est-ce que j'aurais pas un Jupyter qui tourne là? On va fermer ça, shutdown. Juste vous montrer vite fait dans le notebook parce que c'est assez cool. Là. Donc là, j'ouvre Jupyter. Puis j'ai préparé un petit exemple. Là, ploup. Petit exemple. Jupyter. Donc le code est hyper simple, hein, c'est celui que j'ai déjà montré. Import, preset, plotter, pretty MIDI, et puis là, bah, je montre l'exemple, le fichier MIDI de tout à l'heure, tout simplement. Ouh. Ah, mais je l'ai cassé. Ah, bah super. Ah, bravo. Preset is not defined. Ah oui. Il faut exécuter dans l'ordre. Et là, bon, ça load le graphique, et c'est un graphique interactif. Alors, ça m'amène à ma slide suivante, qui sera ma dernière slide. C'est qu'en fait, derrière Visual MIDI, c'est un truc qui s'appelle Bokeh.js, et en fait, c'est Bokehplot. Et Bokehplot, il y a une version serveur. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est démarrer un serveur dans le back-end et avoir le client Bokeh.js qui se connecte au serveur dans le back-end. Et en fait, on peut avoir des graphiques qui se mettent à jour automatiquement. Donc en gros, je pourrais ici plus bas modifier mes données à cet endroit-là. Et puis, en réexécutant, ça pourrait aller modifier en background le graphique en dynamiquement. Et puis ça, c'est hyper stylé. Alors, j'y suis pas encore, mais c'est en cours de dev, parce qu'en fait, je peux faire ça, oui. Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur un projet cette année qui s'appelle Dreambank. Donc en fait, je fais aussi du sound design, comme je disais tout à l'heure, et en fait, je fais de la musique générative pour des artistes. Et du coup, Dreambank, c'est un projet de Claire Malrieux, qui est une super artiste française. Du coup, on a sorti Dreambank cette année. Et en fait, il y a une partie visuelle, il y a une partie musicale. La partie musicale, c'est 3 réseaux de neurones qui tournent en continu et puis qui génèrent de la musique de manière autonome. Et en fait, Visual MIDI, c'était hyper utile pour moi parce que ça me permettait de montrer l'état du réseau de neurones. Donc ici, on a 3 graphiques. Bon, c'est un petit peu petit, mais sur la gauche, il y a le réseau de neurones drums. À droite, il y a le réseau de neurones mélodie. Et en bas, il y a le réseau de neurones basse. Et en fait, ce machin-là, ça génère en continu de la musique, en fait, des partitions musicales. Et ça met en scène, du coup, la musique de Dreambank. Et en fait, là, ce que je fais, c'est un peu crade, mais en gros, je recharge la page toutes les secondes, et c'est ça qui met à jour le graphique. Mais ce que je veux faire, c'est que le Bokehplot derrière, le serveur Bokeh, puisse mettre à jour de manière dynamique les valeurs à l'intérieur. Donc ça, c'est in progress.
C'est pas encore fait, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, on pourra avoir des systèmes avec des réseaux de neurones qui génèrent la musique en continu et en plus, on pourrait visualiser en live leur état en cours. Voilà, je termine là-dessus. J'espère que vous avez aimé la présentation. Donc, je termine juste sur cette petite slide-là avec les références. Donc, sur mon site web, /conférence/ midi visualisation with Visual Midi, vous avez cette presse, l'article original, du coup, qui a quand même été pas mal retweeté et qui m'a donné l'idée de faire cette présentation-là. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était intéressant comme sujet. Et puis, du coup, en lien vers le livre, si ça vous intéresse. Encore une fois, le code est en ligne, donc éventuellement, si vous voulez regarder, libre à vous. Voilà. Du coup, je termine ça là. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, je sais pas si je suis passé vite les choses. Alors moi je me demandais, mais bon, je pense que ça demande beaucoup un travail très différent. Mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de plutôt que générer du coup du piano roll, de générer des extraits de partitions comme ça, des vrais musiciens pourraient jouer la musique générée en temps réel. Ouais, Ce serait- carrément. Alors, c'est une très bonne question. Et puis, je me suis posé la question justement en écrivant le livre. Et puis, j'ai fait un peu moite-moite. Parce qu'en fait, il y a déjà des logiciels qui le font. Tu as un logiciel qui s'appelle MuseScore. Et du coup, qui va prendre du MIDI et qui va du coup l'afficher en partition musicale, en vraie partition musicale. Et en fait, MuseScore a une version en fait en ligne de commande. Tu peux lui demander de générer un PNG. Ah ok. Donc c'est déjà des outils qui existent en fait. Ah super. Je savais pas que MuseScore pouvait accepter des lignes de commande. Oui. Mm. Et ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais pas répéter la roue. Moi, j'ai pris le parti pris de générer en piano roll pour plusieurs raisons. Le livre est vraiment, je voulais le garder accessible pour des gens qui connaissent pas la musique et accessible pour des gens qui connaissent pas le machine learning. Et en Oui. fait, les partitions, en discutant avec pas mal de monde autour de moi, pour beaucoup de gens, c'est plus difficile à lire qu'un piano roll, c'est moins visuel. Moi, Mm. personnellement, j'avais moins de liberté aussi en termes d'affichage, en fait, ce que j'avais envie de faire. Oui. Du coup, finalement, j'ai fait du piano roll. L'éditeur m'a aussi demandé à certains moments de retomber sur la partition plus classique et de faire des parallèles avec le monde musical classique, ce qui est bien aussi. Et je pense que c'était bien de faire Mais un c'est truc. vrai que d'un côté le piano roll c'est très comment dire, c'est très c'est neutre. Une partition, ça implique de réfléchir exactement à comment on veut écrire. Donc, on n'est peut-être pas toujours d'accord avec le résultat qui est généré, alors qu'un piano roll, finalement, c'est toujours le même, quoi. Mm. C'est comme une tablature, quoi. Mm. En tout cas, c'était chouette, hein. Merci. Super. Merci. À vous. Euh, Greg, on t'entend plus, je sais pas si c'est normal. Ah oui, désolé. Donc oui, quelqu'un avait demandé tout à l'heure s'il y avait le lien vers le slide, mais tu as répondu à la fin. Donc, Ouais, tiens, je vais le reposter dans le chat, comme ça vous l'avez en, texte. Je fais ça. Moi, j'avais une question plus au niveau des projets que tu avais avec tout ce que tu as accumulé comme connaissances maintenant. Là, je me dis qu'il y a assez de contenant pour pouvoir sortir 10 ans de projet, quoi. Si tu avais des choses en tête, vers quoi tu pensais aller? Ouais, bah en fait, là en ce moment, c'est un peu dur de se projeter dans le sens où, du coup, on a terminé Dream Bank avec Claire l'année passée, et puis on a remis une couche cet été entre les deux confinements. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, dans le monde de l'art, bah là, il se passe rien, et puis il se passera plus rien pendant un bout de temps. En termes d'expo, je parle, d'expo un peu plus classique. Et là, l'idée, c'est plutôt de se rediriger sur des trucs plus numériques et plus en ligne. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de monter, en fait, de mettre Dreambank en ligne. Donc on veut le streamer sur Twitch
H24, en fait, de faire de la musique générative et images génératives à H24, puis ça tourne, quoi. Donc ça, c'est un des projets. Et puis, à travers ça, moi, j'ai envie de prendre ce que j'ai fait pour Dreambank et d'en faire une plateforme plus flexible pour que quiconque veut faire de la musique générative en continu, en fait, puisse prendre la base de Dreambank, donc ce serait de l'open source tout simplement, puis puisse démarrer un système comme ça et puis dire, bah, je veux démarrer, je sais pas moi, 5 réseaux de neurones avec telle et telle caractéristique, et puis ça génère du MIDI en live, et puis qu'on ait des manières de se brancher à ça. Donc moi, je le branche sur Ableton Live, mais je sais qu'il y a d'autres utilités, mais de faire une espèce de plateforme, en fait, où les gens puissent juste lancer le truc et puis ça génère du MIDI, par exemple. Donc ça c'est un des trucs sur lesquels je suis en train de travailler. Et puis bien évidemment, Visual MIDI rentre là-dedans parce qu'en fait, je vais avoir une espèce de dashboard qui me montre l'état du truc. Donc ça, c'est pour une partie vraiment très technique. Et après, sur la partie plutôt artistique, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées sur la génération audio. Donc là, j'ai parlé de génération MIDI, donc génération de partition. La génération audio, c'est un problème difficile, mais qui commence à être un peu plus solvable. Donc il y a des gars comme Databots, par exemple, qui est hyper connu. Et puis lui, il fait des radios infinies de sons, de musique. Et il génère de l'audio directement, en fait. Il ne passe pas par la case partition. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Et moi, artistiquement, c'est l'endroit là où j'ai envie d'aller, parce que je trouve qu'au niveau de la texture, au niveau de la diversité, quand on génère de l'audio avec des réseaux de neurones, il se passe vraiment des trucs incroyables. Et puis juste pour finir là-dessus, il y a un réseau de neurones dans Magenta qui s'appelle NSynth, et NSynth génère de l'audio directement, donc il génère pas de la partition. Et puis ça génère des trucs de l'espace. Et puis on peut faire de la fusion entre 2 samples de base. Donc j'ai enregistré mon chat et puis j'ai pris un son de guitare et puis j'ai fait chat guitare, et puis ça crée un nouveau son. Et puis j'ai pu m'en servir comme texture dans des tracks, en fait. Et puis ça, c'est vraiment cool. Le seul problème, c'est que ça demande vraiment beaucoup de puissance de calcul. L'entraînement pour le commun des mortels est presque impossible. Il faut des dizaines de Tesla en parallèle, les cartes graphiques quand je parle. Et voilà, très difficile, mais ça s'en vient. Donc ça, c'est en termes de prochaines étapes, je pense que c'est ça. Ok, super Alexandre. Merci. Yes. Alors, est-ce que Florian, est-ce que tu veux prendre la suite? Ouais, je vais prendre la suite. Alors, je partage mon écran. Okay. C'est bon, tout le monde voit ou pas? Ouais, impeccable. Ok, nickel. Alors, donc bonjour, moi c'est Florian Roseau-Cornabas. Donc, je suis artiste numérique, en fait plutôt artiste qui utilise l'outil numérique. Et en fait, le but de cette présentation, c'est de montrer à quel point Touch Designer peut être vraiment utile dans la création. Et moi, je fais surtout des installations. Et en fait, j'ai découvert cet outil-là il y a 2 ans, mais je m'y étais pas trop arrêté. J'étais vite passé à autre chose. Et je l'ai redécouvert là il y a 6 mois, et j'ai trouvé que c'était vraiment un outil qui permettait de prototyper en fait beaucoup plus rapidement. Donc, je vais vous expliquer ça en vous parlant déjà de l'installation sur laquelle j'ai essayé Touch Designer. Donc déjà, je parle d'installation. En fait, les installations, c'est des œuvres d'art un peu comme des sculptures en fait qui sont en 3 dimensions. Et le plus souvent, on appelle ça installation parce qu'elles viennent résonner un peu avec leur environnement. Donc c'est pas l'œuvre en elle-même qui compte, c'est aussi l'œuvre avec le bâtiment qui l'entoure. Donc là, j'ai mis un exemple
installation qui a été faite par deux personnes qui sont à la Folie Numérique, par Urbrain et Eric Loré. Donc, ça a été présenté à la Folie Numérique il y a peut-être 2 ans maintenant, où en fait, il y a des particules d'eau qui sont envoyées par des jets, et puis on envoie, ils utilisent un projecteur pour dessiner des formes. Et donc, en fait, les installations pour le grand public, on les retrouve surtout lors de la Nuit Blanche à Paris, la Fête des Lumières. Puis après, il y en a un peu à droite à gauche, mais c'est vraiment ces 2 événements qui popularisent ce courant artistique. Donc voilà. Donc là, c'est cette installation que j'ai faite il y a à peu près 6 mois. Donc je l'ai appelée 450. En fait, c'est une installation où on va dire, c'est comme une boîte sans couvercle. Les rebords de la boîte, en fait, sont constitués d'écrans. Alors là, vous voyez, là sur tout le tour, c'est des écrans. Et sur le fond de la boîte, c'est on appelle ça un paysage de miroirs. Et en fait, il y a 450 petits miroirs de 2 cm sur 2 qui sont orientés de 4 façons différentes et donc qui viennent refléter en fait les miroirs qui est sur le côté. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé cette installation et comment Touch Designer m'a permis de la faire vivre. Donc, déjà, il a fallu créer tout le pattern de miroir que vous avez vu tout à l'heure. Donc, tout ça, en fait, il a fallu d'abord le créer avec l'ordinateur. Donc, généralement, moi, en fait, quand je fais pas mal d'impression 3D, ce que j'utilise, c'est Fusion 360. Je me suis dirigé vers ce logiciel-là parce qu'il est assez simple d'accès et en plus, il est gratuit pour ceux quand on n'est pas une grosse boîte, en fait. Je crois que la limite, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est bon, il y a de la marge. Donc, du coup, j'utilise ça. Et il y a aussi un autre truc intéressant dans ce logiciel-là, c'est que il y a tout ce qu'on peut faire avec le logiciel, en cliquant sur des boutons, on peut accéder à ces mêmes fonctionnalités avec une API Python. Donc, on crée un script et ça permet de générer les mêmes choses les mêmes commandes que si on les avait dessinées nous-mêmes. Donc, ça m'a permis de générer en fait tous ces petits carrés là avec un triangle et de l'orienter aléatoirement de 4 manières différentes. Et donc, ça m'a permis de ne pas gérer ces 450 orientations par moi-même. Donc, justement, il y a une partie où je me base sur une génération aléatoire qui permet un peu comme la musique générative où on va avoir des formes. Là, avant, c'était des sons, là, c'est des formes qu'on n'a pas forcément prévues. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez puissant parce que ça permet de sortir un peu de schémas qu'on aurait eu préconçus. Donc, en fait, j'ai généré toutes ces positions-là. Donc, rétrospectivement, je pense que Fusion 360, c'est pas spécialement bien adapté pour faire ce genre de choses parce que on sent que c'est pas optimisé parce que c'est réellement c'est pas des générations très complexes et pourtant ça prend énormément de temps. Donc c'était pratique pour moi parce que c'était un outil que je maîtrisais bien. Par contre, à mon avis, il faudrait mieux s'orienter vers d'autres logiciels de génération 3D. Mais bon, ça fait le job, donc c'est le principal. Donc en fait, du coup, j'ai imprimé tout ce paysage-là. Donc là, du coup, on a 450 emplacements pour mettre les miroirs. Et comme j'ai une imprimante qui est pas énorme, qui est pas très grosse, ça s'appelle une Dagoma Neva. Et en fait, ça permet de faire des carrés de 12 par 12 et pas plus grand. Donc du coup, j'ai divisé ça en petites plaques.
Donc chaque plaque mettait 2 heures pour s'imprimer, donc j'ai eu 36 heures d'impression. Donc voilà. Et ensuite, j'ai collé chaque petit miroir sur les triangles en plastique. Donc, il y a eu tout un travail aussi sur la recherche de la bonne colle. C'est le genre de petits détails qui prend aussi pas mal de temps parce que en fait, on ne peut pas utiliser n'importe quelle colle pour les miroirs. Ça vient attaquer le teint du miroir. Donc, j'ai fait des tests en laissant les colles plusieurs mois pour être sûr que l'installation aurait une durée de vie assez grande. Donc, je vais vous montrer une première vidéo de cette installation, justement de cette génération et du collage de miroirs. Donc là, on voit l'impression de chaque plaque. Et après, à la main, j'ai mis ces plaques sur un panneau de bois. Et voilà, donc là, après, deuxième étape, où coller à la main sur chaque arête les miroirs. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la deuxième étape de la fabrication de cette installation. Qui est les panneaux autour des miroirs. Donc en fait, ces panneaux-là, c'est souvent utilisé dans les concerts ou dans les aéroports. C'est dès qu'on veut faire des écrans vraiment géants et qui n'ont pas forcément des formats classiques. Donc en fait, tous ces écrans, on ne voit pas forcément de loin, mais c'est constitué de plein de petits panneaux. Par exemple, moi, j'utilise des panneaux qui font 16 cm sur 32. Et donc, je les assemble et ça fait des écrans comme du format que je veux. Et en plus, ça nous permet d'accéder en fait à aussi des écrans 3D. En fait, on ne va pas se faire comme une télé où on va s'occuper que d'un écran qui sera à plat. On peut lui donner une certaine forme, faire des sculptures avec. On a vraiment une grande liberté. Donc, il y a toute la partie un peu technique derrière où, en gros, il y a 2 câbles pour chaque écran qui sont importantes. Il y a une partie alimentation et une partie données qu'on appelle, le protocole s'appelle Hub 75E. Et aussi, une autre particularité de ces écrans, c'est qu'ils sont vraiment destinés à être combinés entre eux, ce qui fait tout est prévu pour l'assemblage. Donc vous voyez, en fait, là, il y a des pas de vis. Donc ça paraît anodin, mais ça permet déjà, on a une structure rigide sur l'écran. Et en plus, on va pouvoir les relier entre eux très simplement en les vissant. Et quand on conjugue ça à l'impression 3D, ça donne vraiment de grandes possibilités parce que du coup, on imprime ses propres connecteurs et on fait un assemblage comme on veut. Donc, je vais vous montrer par exemple, j'avais fait un écran qui était très étroit mais très haut et donc du coup, j'avais fabriqué ces connecteurs qui permettent d'assembler les écrans en utilisant un tuyau de PVC comme les tuyaux de plomberie. Donc là, vous voyez chaque écran. Et après, avec ces connecteurs-là, je vais pouvoir facilement faire une structure très haute. Voilà. Donc avec ces écrans-là, contrairement à mes anciennes installations, il y avait très peu de pixels. En fait, c'est un peu une démarche, un peu comme le pixel art dans les jeux vidéo des années 80. On avait très peu de pixels, donc
quand on dessinait, on pense enfin, chaque pixel est pris séparément. Enfin, c'est vraiment une technique de dessin qui est particulière. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas comme le Photoshop maintenant où on a une très haute résolution, donc on peut faire on ne pense plus en fait au niveau pixel, quoi. On pense vraiment le dessin général. Et donc là, j'ai dû changer en fait mon workflow par rapport à mes anciennes installations qui étaient vraiment basées sur une densité de pixels qui était peu élevée. Et en plus, je me suis aperçu que mes anciennes installations, le workflow, ça marchait bien, mais c'était très long en fait. Je naviguais entre plein de programmes différents. À chaque fois, il y avait beaucoup de compilations, beaucoup de recopies sur des cartes SD. Après, je remettais les cartes SD dans les installations. Enfin, c'était un peu laborieux. Donc du coup, j'ai cherché un workflow qui était déjà plus adapté à cette haute résolution là que m'apportent ces écrans. Donc un workflow aussi plus simple, comme je vous ai dit, pour pouvoir avoir un retour visuel tout de suite de ce que j'étais en train de faire. Pour mes autres installations, par exemple, je faisais un changement et je mettais à peu près 5 minutes avant d'avoir un retour visuel. Donc ça permet pas du tout d'avoir une démarche artistique fluide, quoi. Il y a plein de temps mort. Et donc, chercher aussi un workflow qui me permette, souvent je travaille avec d'autres personnes qui sont pas forcément habituées à tout ce qui est langage de programmation. Et donc, du coup, pour collaborer avec eux, c'est un problème parce que ils peuvent pas participer dans cette étape de développement de l'installation. Et en fait, je leur propose un produit fini et on n'arrive pas à travailler ensemble. Donc, chercher vraiment un workflow qui abstrait un peu tout ce qui est langage de programmation. Et c'est là que j'ai décidé justement d'utiliser Touch Designer parce que j'avais fait dans des comment dire, dans des week-ends créatifs. En fait, c'est l'Adami qui organise ça. En fait, sur 3 jours, on est regroupé entre programmeurs, artistes, plasticiens, acteurs. En fait, on est tous ensemble. On doit proposer on a 3 jours en fait pour répondre à un sujet. Et donc, ça force en fait tous ces artistes différents à travailler ensemble. Donc, à ce moment-là, il y avait pas mal d'équipes qui utilisaient Touch Designer parce que ça permettait vraiment cette collaboration entre technique et non technique. Parce que Touch Designer, en fait, c'est basé sur un développement visuel. En fait, on va connecter des boîtes ensemble qui permettent des boîtes avec une fonction basique et ça permet de réaliser des fonctions plus complexes. Et il y a plein de librairies qui sont intégrées dans Touch Designer, ce qui permet ça permet vraiment de se concentrer sur notre vraiment sur la démarche artistique qu'on veut faire et pas passer du temps à développer des librairies pour tel outil ou tel autre. On se concentre vraiment sur ce qui fait la plus-value de notre travail. Et donc, Touch Designer, dernière chose, c'est un outil qui possède une version gratuite, qui est vraiment, qui a pas beaucoup de limitations, en fait. La grosse limitation, c'est qu'on va être limité à 720p. Et donc, ça peut poser des problèmes si on l'utilise pour faire du vidéo mapping sur des grands bâtiments où le 720p, ça va être vraiment pas assez élevé. Mais
Sinon, pour les installations comme je fais, c'est vraiment pas une limite. Donc ça, c'est un premier aperçu de Touch Designer. Donc, en fait, je vous montre, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on va connecter des nœuds ensemble qui réalisent des fonctions simples pour faire des fonctions complexes. Donc, juste avant de vous montrer un peu Touch Designer, je vous montre du coup, comme j'ai choisi le workflow avec Touch Designer, en fait, on utilise du coup le PC, donc ça tourne sur Windows ou Mac. Malheureusement, il n'y a pas de version Linux. On va sortir en fait une image sur la sortie HDMI. Donc, pour pouvoir piloter ce type d'écran, on a besoin de plusieurs conversions différentes. Donc, déjà, un premier boîtier qui va convertir la HDMI en signal dans un signal propriétaire qui vient arriver sur une seconde carte qui va convertir ce signal propriétaire dans le protocole qu'on a vu tout à l'heure, la 75E. Et aussi, il faut prévoir une alimentation. Donc, au niveau de, si on reprend l'exemple de mon installation, en fait, on va avoir 6 écrans qui font 40 pixels sur 80. Et donc, dans la vie réelle, cet écran, il a une forme 3D, mais il va falloir qu'on transpose cette forme-là dans une structure plate, en fait. Et donc, cette installation, en fait, ça revient à avoir un écran de 480 pixels sur 40. Donc, c'est cette image aplatie de 480 x 40 qu'on va générer avec Touch Designer. Et dans cette installation, en fait, j'ai fait 2 animations différentes. Donc là, on a une première qui est une grille et une deuxième qui est un mouvement de particules. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends ces 2 exemples pour vous montrer un peu le logiciel. Donc là, du coup, tous les carrés qu'on voit, c'est l'installation au complet. Donc, je vais vous montrer, on va regarder en détail que certaines fonctions qui sont, par exemple, la génération de cette grille. En fait, dans Touch Designer, donc on a différentes boîtes. Donc là, par exemple, ça va être une boîte qui fait partie de la catégorie qu'on appelle SOP. Et SOP, ça va être que des éléments qui ont une existence 3D. Après, on a les top qui sont des éléments 2D. Et on a aussi les shop qui sont juste des signaux, par exemple des signaux audio. Il y a d'autres éléments, mais pour une première approche, c'est pas nécessaire. Donc, en fait, là, ce premier élément, c'est un élément qui s'appelle line et qui permet comme son nom l'indique, de créer plusieurs lignes. En fait, on lui donne juste 2 points et il va créer un nombre de points équidistant entre le point A et le point B. Et donc, du coup, pour faire une grille, j'ai utilisé 2 éléments line qui vont me permettre de faire à la fois les lignes horizontales et les lignes verticales. Donc, ici, ce premier élément-là, il va faire 7 points. Et sur 7 points, on va récupérer les lignes ici. Donc, après, on merge le tout et ça va nous donner cette grille-là. Donc, je rentre pas dans le détail. Après, pour passer d'un élément 3D, donc un SOP à un top, en fait, on va
il faut qu'on choisisse une caméra et une lumière. Et donc c'est un peu comme si on avait on avait un événement réel, donc en 3D, et qu'on venait vouloir avoir une image 2D. Donc on utilise une caméra et donc on a le résultat ici. Donc là, du coup, on est passé d'un univers 3D à un univers 2D, ce qui en fait, pour pouvoir le sortir sur le HDMI, qui va être une image 2D. Donc ça, c'est pour la grille. Donc c'est vraiment très rapide. Hein. Là, je ne voyais pas ça vraiment comme une formation touch designer, mais plutôt pour vous montrer en fait les capacités du logiciel. Et l'autre élément que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la gestion d'un champ de particules. Donc en fait, là aussi, tout ça, Touch Designer nous permet de créer ce champ de particules en une seule boîte. En fait, on n'aura pas à tout faire soi-même. Donc c'est là où il y a vraiment la force de ce logiciel-là, c'est que on a des fonctions très puissantes, mais en même temps, on a beaucoup de moyens de les customiser, ce qui fait que on n'est pas du tout limité. En fait, moi, au début, j'étais pas passé, je m'étais éloigné en fait de tous ces logiciels un peu graphiques, parce que je pensais qu'ils étaient trop limitants. Mais en tout cas, avec Touch Designer, il y a tellement de paramètres et de possibilités en combinant les différentes fonctionnalités qu'on n'est pas du tout limité. Donc et dernière chose ici pour cette installation, j'ai aussi manipulé du son. Donc Touch Designer fait pas seulement les images. Là, par exemple, avec ce nœud audiophile in, en fait, on va charger un fichier wave et après on peut lui combiner des différentes modules pour changer la nature du son. Donc je vais revenir sur la présentation. Donc en plus de ces écrans et des miroirs, j'ai voulu rajouter une interaction. Alors au début, j'étais parti sur j'avais créé une crécelle numérique en fait qu'on vient. C'est ces éléments, c'est un instrument de musique qu'on vient tourner, un cliquetis. Donc avec le Covid, du coup, c'était plus possible en fait que chaque spectateur utilise la crécelle. Il aurait fallu laver la crécelle à chaque fois. Enfin, c'était devenu ingérable. Donc du coup, j'ai exploré les différentes manières d'interagir avec une installation sans toucher quoi que ce soit. Et donc j'ai utilisé le Leap Motion. Donc en fait, le Leap Motion, c'est juste un petit carré qui contient 2 caméras infrarouges. Et en plus de ça, il y a donc la société qui fait ce device, et ils offrent un SDK qui permet de directement faire du tracking de mains. En fait, dès que les mains sont aperçues par les caméras, toute leur suite de logiciels vient détecter chaque doigt. Et là où c'est une autre force de Touch Designer, c'est que du coup, ils ont intégré plein de devices comme ça, comme le Kinect ou Leapmotion, et on va pouvoir les utiliser très facilement et très rapidement. Donc en fait, je vais vous montrer ça. Donc en fait, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au-dessus du petit outil, il va pouvoir détecter ma main. Donc là, on a un retour juste des caméras, donc ça, c'est pas vraiment utile parce que ça nous obligera à faire le tracking nous-mêmes. Par contre, on peut voir que ici, par exemple, on voit qu'il détecte la hauteur de la main directement.
Donc ça, vraiment, c'est au niveau de Touch Designer, c'est une fonctionnalité qui est déjà toute prête, Leap Motion. Et après, il y a un autre cube qui s'appelle Select et qui va permettre, par exemple, là je vous montre, le Leap Motion, il a plein de valeurs de retour. Il peut détecter plusieurs mains, il peut détecter chaque doigt, la rotation de la main, tout ça. Donc moi, j'ai juste choisi détecter la position Y de la main et la position X aussi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une des forces de... Là, je vous montre aussi la fabrication de cette installation. Donc là, c'est toute la boîte qu'il y a autour. Là, c'est l'incrustation en fait du Leap Motion. Là, on a au fond de la boîte, on a le convertisseur HDMI, l'alimentation et le pilotage de l'écran, l'ordi. Donc voilà, tous les trous d'aération, le système de son. Et donc là, j'ai pu présenter en fait cette installation pendant la nuit bleue qui se passait le même jour que la nuit blanche. Et donc voilà. Et je vais vous montrer, avant de finir, je vais vous montrer une vidéo de cette installation. Vous voyez, on détecte la main pour faire bouger les particules. De haut en bas, en fonction si on monte la main, on la descend. Pareil pour la grille. Voilà. Et sinon, je voulais vous montrer aussi une dernière vidéo, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent l'OSC en fait ici. Et en fait, ça, c'est une autre de mes installations. Et donc là, en fait, sur la tablette, j'utilise Touch OSC qui va envoyer des signaux OSC au PC. Et en fonction de ça, et on va changer l'animation. Donc le PC, il fait tourner Touch Designer, et c'est pareil, Touch Designer pour gérer l'OSC. Il y a des briques toutes faites pour le faire, et donc c'est très rapide, et donc on peut se concentrer directement sur le côté artistique de l'installation. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos, surtout sur mon Instagram, c'est pour l'actualité. Sur Vimeo, en fait, je fais des vidéos de chacune de mes installations. Et j'ai aussi une page Facebook. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est bon. Super intéressant. Moi, j'ai une petite question en temps de développement. Super présentation. En temps de développement sur Touch Designer, c'est lent de faire un projet comme ça Merci. En fait, c'est comment dire, par rapport à, quand je compare par rapport à mes installations précédentes qui étaient surtout à base d'Arduino, où je contrôlais chaque pixel et j'avais aussi tout un workflow pour faire mes animations en fait en pixel art en passant par le PC. Je mettais beaucoup plus de temps que sur Touch Designer, et en plus t'as pas de c'est pas un workflow qui était agréable, parce que tu fais un dessin et tu vas avoir le résultat que trop longtemps après, et ces allers-retours ils sont pas assez fluides, et donc à la fois Touch Designer, toi, pour faire ce genre de projet, tu vas mettre beaucoup moins de temps, et tout le temps que tu te dégages, tu peux vraiment essayer plein de choses. Enfin,
je l'ai vu avec mes autres installations, tu as plusieurs idées en tête, tu vas faire ces idées-là, ça te prend tellement de temps que tu passes pas du temps à expérimenter d'autres choses qu'avec Touch Designer. En 2 secondes, tu vas connecter d'autres cubes entre eux et donc tu vas pouvoir essayer beaucoup plus de choses. Et tu as aussi de l'intégration de tous les devices. Moi, souvent, je voyais des gens utiliser une Kinect et je me disais, il y a vachement de possibilités en fait avec les Kinect, mais je voyais le temps de développement. Je disais, déjà, le temps de faire fonctionner le truc, tu as déjà tout cramé. En fait, je comprenais pas que des gens par exemple, sur des week-ends de 3 jours arrivaient à faire quelque chose avec une Kinect. Et en fait, avec Touch Designer, tu vas tout de suite à l'essentiel. Pour le Leap Motion, tu le branches et puis il te donne les coordonnées en X, Y, Z de ta main et puis tu les utilises comme tu veux. En fait, ça permet d'évacuer tous les problèmes techniques très rapidement. Tu te concentres que sur le côté artistique. Super. Je vois qu'on a une question d'Ibrahim en chat. Alors, moi, c'est plutôt, en fait, c'est plutôt dans la démarche inverse. En fait, je cherche pas spécialement des clients. En fait, ce que je fais, c'est je fais les installations dont j'ai envie de faire. Enfin, je fais des prototypes d'installation. Et après, je postule les différents appels à projets. Et si je suis reçu, en fait, je vais transformer ce prototype d'installation en installation plus aboutie, en fait. Donc, c'est un peu ça mon cheminement. En fait, je fais plein de prototypes, ce qui me permet financièrement, c'est pas trop lourd. En fait, j'ai pas jusqu'au bout de l'idée, mais ça me permet de faire une vidéo, en fait, de ce prototype-là pour permettre, en fait, d'avoir quelque chose qui est tentant dans un appel à projet, enfin que la personne qui lit mon appel à projet comprenne bien quel est le but de l'installation, comment ça fonctionne, tout ça. Et si je suis reçu, là, j'ai le temps avant l'expo pour finaliser le tout. Donc, c'est une technique qui est qui est pas mal pour limiter financièrement le coût des installations. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a toujours ce rush avant l'expo où il faut passer du prototype au produit final. Et ça, c'est à peu près autant de temps que créer le prototype, quoi. Je vois qu'il y a une autre question d'Ibrahim. Je crois que c'était par rapport peut-être à la difficulté de démarrer avec Touch Designer, non? C'était peut-être ça sa question. Moi, j'avais envie de te demander justement si c'était facile enfin, quand tu démarres sur Touch Designer, est-ce qu'il y a de bons tutos, la bonne doc? Ouais, alors déjà, c'est rendu plus simple parce qu'il y a vachement de tutos sur Internet. Il y a beaucoup de conférences en fait, qui vont durer 1 ou 2 heures. Toi, comment débuter sur Touch Designer. Donc, le gros point dur, je trouve, dans Touch Designer, c'est tous les termes techniques qui sont utilisés au début. En fait, dans les conférences, souvent, les gens, ils ont sûrement plusieurs années de Touch Designer, donc ils utilisent des mots qui, pour eux, ça paraît facile. Et en fait, au début, on galère un peu à comprendre les formations, même débutantes, parce qu'on ne comprend pas les termes techniques. Mais je dirais que si tu fais plusieurs formations débutantes, en une dizaine d'heures, tu arrives à faire des choses plutôt sympas. Après, c'est toujours la même chose. Là, j'ai montré on va dire, je sais pas comment on appelle ça, un projet qui va être assez complexe, mais quand tu commences, tu vas faire juste une image 2D et tu vas déplacer un cube dedans. Et un coup que tu maîtrises ces petites fonctionnalités simples, de toi-même, tu vas regarder en fait toutes les briques qu'ils te proposent et tu vas les tester. Tu vas dire, ah, tiens, à quoi ça sert? Tu testes, tu changes tous les paramètres. En fait, un coup que tu as eu cette première formation, on va dire d'une dizaine d'heures,
Le reste, c'est plus de l'auto-formation où toi-même, tu vas essayer un peu chaque brique et voir ce que ça donne, quel effet ça fait. Après, forcément, si tu attaques des problèmes un peu plus complexes, tu vas retourner sur YouTube pour faire d'autres formations un peu plus ciblées. Mais il y a vachement d'auto-formation, en fait, parce que c'est très intuitif, en fait. À un coup qu'on a les premières comment dire, la première formation, tu apprends tout seul, en fait. Je vois que Joe avait une question sur les dalles. Ouais, alors j'en ai parlé au début, mais en gros, on va dire qu'il y a deux types de dalles. Tu as les dalles que j'utilisais avant qui sont basées sur un composant qui s'appelle WS2812. Enfin, c'est un peu moche comme nom, mais c'est vachement utilisé et en fait, c'est des dalles qui sont très facilement pilotables par Arduino, mais qui sont souvent de basse résolution en fait. Donc c'est pour toutes les installations qui sont très pixel art, vraiment. Voilà, c'est le côté low pixel qui est intéressant. Et après, si tu veux passer sur des dimensions supérieures ou des résolutions supérieures, ce qui est surtout utilisé, c'est des dalles qui utilisent le format Hub 75E. Et en fait, tu les retrouves surtout. Moi, j'achète tout sur AliExpress et tu les retrouves sous LED display P4. En fait, tu vas avoir des P2, P4, P6, P8. Et en fait, le nombre derrière le P, c'est le pitch. En fait, moi, j'utilise des P4 parce que le pitch, c'est 4 mm. Donc, en fait, tu vas avoir une LED de 4 mm, enfin, une LED tous les 4 mm. Donc, ça va gérer ta densité. Et ces panneaux-là, moi, j'ai utilisé des formats, des panneaux solides, mais tu as aussi des panneaux souples qui te permettent de faire tu vas pouvoir faire des cercles avec. Enfin, t'es vraiment pas limité, en fait. Super. Est-ce qu'il reste des questions? A priori, non. Moi, j'ai eu un petit souci pendant la... Pardon, vas-y. Je voyais, il y a une autre question d'Ibrahim. Pour si j'ai d'autres installations de prévues. Là, en fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur cette fois-ci, pas une installation lumineuse, ça change un peu d'habitude. C'est justement, je travaille toujours dans de contexte en fait de Covid où les interactions, c'est vraiment un sujet de réflexion et donc en fait, je suis en train de créer un siège où dans le dossier du siège, il va y avoir plein de points de vibration et ça va permettre en fait on va faire vibrer différentes parties du corps et en fait tu vas pouvoir ressentir comme un dessin mais sur ta peau en fait. Donc tu nous avais fait des expériences déjà avec des vibrations. Ouais, j'avais essayé ça il y a quelques années, j'avais essayé sur plein de points de vibration sur la main et en fait je m'étais aperçu que en fait on avait une sensibilité qui n'était pas aussi bonne que j'avais prévu sur la main et en fait c'était très compliqué j'avais mis de mon souvenir 25 points de vibration sur la paume de la main et on arrivait très peu à différencier en fait les vibrations d'où elles venaient sur ces 25 points. Donc du coup là j'ai mis ça sur le dos en fait, toute la partie comme tu t'imagines sur un siège, donc toutes les parties qui sont en contact avec ce siège vont être parsemées de vibreurs et donc là comme ça va être sur l'ensemble du corps, on va être plus à même de sentir la vibration qui monte et qui descend, qui passe sur le côté. Et donc, je vais associer ça en fait à un cadre, comme un cadre d'un tableau. Et en fait, quand on vient placer la main dans ce cadre-là, il va détecter en fait la position de la main dans ce cadre-là. Et je vais reproduire cette position en fait sur
sur le siège. Donc en fait, là, tu vas avoir une personne qui fait bouger sa main au sein d'un cadre et ça va reproduire le mouvement en vibration sur la personne. Donc voilà. Ouais, bah, il faudra qu'on vienne tester alors. Ok. Alors moi j'ai eu un petit souci tout à l'heure, je sais pas, vous avez peut-être entendu Jitsi qui a dit recording. Ouais, j'ai vu ça. Donc je devais avoir atteint la taille limite du fichier de vidéo. Donc je me suis dépêché de le renommer et puis de relancer l'enregistrement. Donc du coup on aura une petite coupure, il faudra que je fasse un collage. Du coup je me dis que peut-être que je devrais, avant que Fred prenne la suite, peut-être que je devrais refermer cet enregistrement-là vite fait. Truc, ouais. Et puis en relancer un autre dès que Fred démarre. Hop, stop recording. Alors ce soir, je voulais parler de ce que j'appelle des expériences musico-immersives. Ça sonne mieux en anglais, c'est pour ça que je le présente qu'en anglais. Déjà, je me présente donc Fred, je suis en fonction des jours et des heures, je dois artiste, musicien, développeur, entrepreneur. Mais surtout, quelle que soit la casquette que j'ai depuis un an, j'essaie vraiment de répondre à cette question, c'est comment créer de nouvelles expériences musicales en utilisant la technologie. Et quand je parle d'expérience musicale, je parle dans différents domaines qui vont de l'apprentissage de la musique, la composition, jusqu'à ce que j'appelle les exhibitions, donc la façon de pouvoir montrer, de présenter plutôt à un public sa musique, autre que simple concert ou post sur Instagram, et Facebook et Twitter. Mais pour ce soir, on va se focaliser sur la partie exhibition. Et pour pouvoir vous parler de ça, on va faire un petit tour en arrière. Il y aura quelques slides qui feront un peu des échos aux présentations qui ont été faites avant. Donc, c'était pas prévu, mais c'était super amusant de se rendre compte de ça. Donc, le matin, mon travail de jour, c'est d'être data développeur. Donc, j'aide les compagnies à comprendre leurs données et à capitaliser dessus, en fait. Et le soir, je m'amusais à faire sorte de projet autour de la musique. Et un jour, je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic en me disant, mais en fait, la musique, c'est de la data. Quand on regarde d'un point de vue purement MIDI, comme on a vu dans la première présentation, on peut avoir du code qui manipule cette data-là, on peut récupérer cette data-là, on peut faire de la visualisation cette data-là, on peut utiliser des notebooks pour pouvoir justement visualiser ça et faire un tas de choses avec. De l'autre côté, on sait ça depuis un moment, mais l'audio lui-même aussi, on peut le visualiser. On fait une FFT et on se retrouve à avoir des graphiques qui peuvent montrer en fonction des fréquences à quoi correspond le morceau visuellement. Et je me suis dit, c'est amusant, c'est-à-dire que tout ce que je fais le matin, je pourrais le faire aussi au niveau de la musique pour tester de nouvelles choses. Et c'est là que j'avais commencé un projet que j'ai déjà présenté, je pense, qui s'appelle MIDI Painting, où dans le principe, je l'ai récupéré d'Ableton Live. J'avais un morceau, j'avais récupéré toutes les informations MIDI. J'avais passé ça dans Processing et le but, c'était de pouvoir avoir différents algorithmes pour pouvoir générer des visuels. Et ce qui était amusant, c'est que du même morceau, je pouvais me retrouver avec des visuels complètement différents. Ce qui, pour moi, là, faisait un peu l'écho du fait qu'un même morceau, moi, je peux l'aimer et la personne à côté de moi peut détester. Et ça peut aller plus loin. Je peux l'aimer pour une raison et c'est pour cette même raison-là que la personne le déteste. Donc, partir d'un même morceau et pouvoir avoir différentes interprétations, en général, ça se passe dans notre tête et avoir une représentation visuelle un peu de ça, ça m'amusait de le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer un peu avec ces histoires de musique et de visuel. Presque quelques temps après, j'ai commencé à entendre parler de tout ce qui est d'audio en basse sonique. Donc, le principe, c'est d'imaginer qu'on peut avoir spécifié de façon assez précise dans une sphère où se trouve un son, en fait. Donc, on peut imaginer que c'est vraiment la représentation. En audio, en général, on parle juste de panne, donc droite-gauche. Là, on peut penser droite-gauche en haut, en bas, et vraiment définir ça comme on veut. La grosse particularité que j'ai aimé avec ça, c'est que normalement, quand tu fais un mix pour du 5.1, tu fais ton mix pour du 5.1.
et il te faut du 5.1 pour pouvoir le tester. Et si on te dit, OK, je veux le même mix, mais cette fois pour une configuration avec des speakers 7.1, ben, il faut que tu fasses un spécifique 7.1. Avec cette histoire de musique en bisonique, je sais pas si ça se dit en français, mais on peut faire abstraction de comment la musique va être, quel équipement qui va être utilisé pour pouvoir représenter cet environnement 3D. Donc, on fait notre mix, on peut le faire directement avec notre casque. Et c'est lorsqu'on va décoder le mix qu'on dit, au fait, fais-moi un décodage pour une installation 7.1, pour du 8.0, pour du 7.1. Et de seul coup, ça offre plein d'opportunités parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le matos pour pouvoir faire des trucs 360 et expérimenter avec ça. Pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est autour du son 360, on parle beaucoup de 8D musique. Et c'est les mêmes technologies qu'on utilise pour faire de la 8D musique. Donc, c'est la musique avec une représentation un peu 360 du son. Et c'est exactement les mêmes types de technologies qu'on utilise pour pouvoir gérer l'audio au niveau d'expérience de réalité virtuelle. La grosse différence qu'il y a, c'est qu'au niveau de la réalité virtuelle, en général, c'est avec des casques. Ces casques-là, à minima, on peut bouger la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Quand c'est encore mieux, on peut vraiment se déplacer dans un monde. Donc, il y a toute cette notion de « Ah, je me suis déplacé d'un pas, donc le son doit changer en conséquence. » Alors que dans la 8D musique, on est en configuration head-locked, je ne sais pas comment on va traduire ça, mais où tu peux bouger ta tête en haut, à droite, devant, derrière, mais tu ne peux pas avancer dans l'environnement. Et si tu tournes ta tête, en fait, le son ne va pas changer en fonction de comment tu as tourné ta tête. Mais derrière, ce qui est fun, c'est que ce sont les mêmes technologies. Ça veut dire aussi que quand un devient plus accessible, c'est bon pour tout le monde, en fait. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert un plugin, c'est un VST à l'origine, qui s'appelle DearVR. Donc, d'où le nom, on pense déjà que c'est que pour du VR, mais en fouillant, on se rend compte que c'est les mêmes technologies qui sont utilisées pour toute la musique un peu en 360 qu'on a actuellement, qui nous permet de façon très visuelle de dire, ce son-là, je le veux en fonction de XY, plus XZ plus sur ma gauche, lui, il faut être un peu en haut, et spécifier ça pour chaque track. Donc, ceux qui ont déjà fait de la musique et qui ont déjà utilisé n'importe quel VST de reverb ou de delay, c'est aussi simple. Et je me suis dit, mais tiens, ce que j'ai fait en visualisation de la musique et plus cette histoire en Bisonic Sound, ça pourrait permettre de pouvoir créer des expériences immersives et de façon assez simple et de façon très accessible. Moi, j'ai pas de 5 chez moi, quoi. Donc, là, de seul coup, je pouvais juste prendre mon casque et pouvoir ensuite proposer à un endroit où il y a du 8.0, comme des endroits où il y a du 8.0, de pouvoir faire quelque chose. Et au moment que j'ai commencé vraiment à me dire, OK, je vais me lancer, il y a eu le premier confinement. Et je me suis dit, bon, on va pas blâmer une contrariété, ça peut être une bonne occasion de tester un projet. Surtout qu'à ce moment-là, je commençais un petit peu un moment à avoir marre de voir mon salon. Et je me suis dit, on va essayer de faire un projet où je vais pouvoir essayer d'exprimer comment la musique m'aide à mieux vivre ces moments-là. Donc, dans la configuration, je partais de morceaux que j'avais composés pour l'occasion, où je récupérais encore des tracks MIDI. Mais par contre, cette fois-ci, comme on était parti sur quelque chose d'immersif, il me fallait avoir une vidéo 360 qui serait accessible soit par le téléphone, en utilisant Facebook 360 ou YouTube 360. Ça fonctionne de la même façon. Donc, l'avantage, c'est que tu as ton téléphone et que tu peux bouger autour de toi et le téléphone dit, il a bougé à droite et il fait le nécessaire, ou directement via un casque VR. Alors, je me suis dit, OK, l'objectif, ce sera ça. Il y a un truc à faire au milieu, mais je ne savais pas encore exactement quoi. Je ne savais pas dans quelle galère je me mettais à l'origine. Et le chemin était un peu long. J'ai cherché des problèmes aussi, parce que je commençais à utiliser des outils qu'il ne fallait pas utiliser. Mais donc, je voyais du coup tous les éléments MIDI dans une application qui est développée.
qui lui récupérait ça et me calculait des métriques qui m'intéressaient par track, justement, parce que je récupérais pas forcément, je calculais pas les mêmes métriques en fonction de si c'était un kick ou même une snare ou un jeu de piano. Où j'ai défini du coup des chemins OSC que j'envoyais du coup à une application qui s'appelle Millumine. Alors Millumine à l'origine c'est utilisé pour des installations pour le théâtre particulièrement. Pas forcément pour faire des choses comme ça que je vais le faire, mais je venais de finir une formation Millumine et c'était une super bonne occasion de pouvoir mettre en pratique ce que j'avais appris. Parce que on sait très bien que les formations, si tu ne mets pas en pratique tout de suite, tu oublies la moitié 2 semaines après. De Millumine, je vais récupérer l'output. Alors, l'output, en gros, c'est juste un. Ben, c'est un peu comme Florian a montré. C'est un grand triangle, un grand rectangle assez grand. Ben, il suffit que tu le replies sur toi et du coup, ça te fait un environnement 360, en fait. Donc, je récupérais cette vidéo-là que j'importais dans Final Cut pour pouvoir faire l'editing de base, mettre un titre au début et un truc à la fin. Une fois qu'il y a la vidéo, il faut passer à la partie audio. Donc, du coup, moi, j'avais déjà mixé mes éléments. En utilisant DRVR Pro, je pouvais dire que je veux récupérer un mix pour pouvoir le mettre dans YouTube. Parce que si tu mets une vidéo 360 dans YouTube, tu dois avoir un wave avec un nombre de channels qui dépasse de droite et gauche pour pouvoir justement spécifier ces histoires de 360. Et pour pouvoir lui dire aussi si tu es plus dans un 360 ou si tu bouges la tête, l'image change mais pas le son. Ou dans un 360, si je bouge la tête, je dois aussi bouger le son. Donc avec DRVR Pro, tout ça que je viens de dire qui semble compliqué, c'est juste un clic sur le bon truc où on sélectionne YouTube. Là où tout se passe, c'est dans le Special Media Metadata Injector. Déjà avec un nom comme ça, on sent qu'on va rentrer dans des trucs sérieux. C'est lui qui permet de dire, OK, j'ai cette vidéo-là, j'ai ce son-là, et je veux pouvoir mettre les métadatas. Non, je raconte des bêtises. Il y a une étape où j'utilisais FFmpeg pour pouvoir mettre la vidéo et le son avec tous les bons channels. Mais ça ne suffit pas, il faut pouvoir mettre les bons métadatas pour pouvoir dire, ça, c'est une vidéo 360. Et ça, c'est du son 360 où ben, quand tu tournes la tête, tu dois pouvoir adapter les choses. Et une fois que tu as ça, ben, tu peux ensuite l'uploader sur YouTube. Évidemment, ce que tu uploads sur YouTube ne va pas fonctionner sur Facebook. Donc, si tu veux faire la même chose, il faut encore faire du FFmpeg avec les bons paramètres que tu retrouves sur Google assez simplement, mais il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai dû faire 2-3 uploads pour me dire que le problème ne venait pas forcément de mon fichier, mais venait d'ailleurs. Et une fois que tu as ça, on partait du coup au début de la vidéo, ça c'est une représentation de mon salon, en 360. Donc quand on le met à plat, ça ressemble à ça. Le truc fun, c'est que comme c'est en 360, il y a un côté circulaire ici qui fait un effet. Dès que tu vois ça, tu sais déjà que tu es dans un monde 360. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction des notes qui étaient utilisées dans chaque track, je modifiais des paramètres particuliers de shader qui sont dans Millumine. Donc, je refais la phrase. Je recevais en direct des messages MIDI. Ça rentrait, si je le refais ici, ça rentrait dans mon application ici, qui envoyait du OSC à Millumine. Et dans Millumine, j'avais des shaders qui ont des paramètres. Et sur ces paramètres-là, ben, j'avais lié des paramètres OSC pour dire dès que tu reçois ça en OSC, ben, tu modifies telle chose. Et au cours, ce qui est fun, c'est qu'au cours du morceau, évidemment, ben, parfois il y a la batterie, il y a la basse, il y a le piano. Et je me suis retrouvé à avoir des animaux un peu que je n'arrive pas à définir, mais qui apparaissent. Et ou alors des sortes de monstres et des mondes. Donc là, je montre que 4, mais la vidéo, je dois faire 3 minutes. Et c'est super fun parce que même moi qui me suis amusé à force de le faire, au bout d'un moment, normalement, t'en as marre de voir ton propre truc, mais là, je redécouvrais des choses à chaque fois, en fait. Et je me suis surtout rendu compte que, étant donné que c'est juste un rectangle, en définitive, faire ce genre d'expérience-là, on pourrait le faire avec n'importe quel type d'application visuelle qui existe
du truc le plus geek. Alors, je sais pas si OpenDR, c'est le plus geek. Là, j'ai mis des choses que moi, j'ai déjà utilisées. Mais du truc le plus petit OpenRender jusqu'au truc le plus en mode Node, à la Touch Designer. Moi, j'ai découvert un truc qui s'appelle Magic Music Visual. Pour ceux que ça intéresse, c'est pas connu du tout comme app, mais elle est trop top. C'est un Touch Designer, mais vraiment spécifique pour en entrée, j'ai de la musique ou du MIDI. Et que ça peut être de la musique ou du MIDI en live ou quelque chose que tu uploads directement, en fait. Comme ça, tu as une installation qui est autonome. Enfin, une installation, tu as une application qui est autonome. Donc, pour pouvoir faire des vidéoclips un peu génératifs, des choses comme ça, c'est très top. La suite, parce que c'est qu'un début, à chaque fois que je fais une étape, je me dis, punaise, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Là, je suis en train de me dire que j'aimerais bien rajouter un peu plus d'interactivité, parce que juste encore, le dernier, c'était une vidéo 360, du coup. Donc, l'interactivité se limitait à tourner la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, ce qui est déjà pas mal, mais on peut pousser. Donc là, je suis en train de finaliser un projet qui s'appelle Creative Piano. Le principe, c'est une compo au piano que j'ai fait. Donc, c'est que du piano, là. Et le principe, peut-être pouvoir dire, en général, quand on écoute du piano, c'est comme si on avait le piano devant nous. Et si on pouvait récupérer chaque note de la compo, les mettre dans l'espace, elles peuvent du coup tourner autour de nous parce qu'il n'y a pas d'apesanteur ou quoi que ce soit. Elles interagissent lorsque justement la note est jouée et nous, on a la possibilité aussi de tourner autour de la note. Parce que justement, on est dans un monde virtuel, on peut s'éloigner, se rapprocher. Et avec DRVR, ce qui est cool, c'est qu'ils ont aussi un plugin, enfin un asset pour Unity, pour intégrer leur technologie dans Unity directement. Et ça fonctionne super bien, en fait. Et c'était principalement pour tester ce truc que je voulais lancer le projet. Et ça ne met pas de devoir, quand on est trop loin, on n'entend rien, on se rapproche. Et en fonction de comment on interagit, on n'entend plus certaines notes. Donc, du coup, la composition, elle est réinterprétée parce que on a décidé d'aller sur la droite. Donc, toutes les notes de gauche, on ne va pas les entendre. Ou on va les entendre en fonction de comment on se positionne. J'aimais bien aussi l'effet, si je me rapproche, je recule, je me rapproche, je me recule. Donc, ça joue avec la reverb, en fait, et ça fait des effets sonores que je n'avais pas du tout imaginé que j'aurais pu avoir. Donc ça, c'est le tout plutôt cool. J'espère pouvoir le finir avant la fin de l'année. Ça dépend beaucoup de toutes ces histoires de confinement et compagnie et de temps. Surtout que j'avais normalement une résidence de prévue en décembre, alors fin décembre et début janvier, 2 fois 2 semaines, au château éphémère pour une installation qui rentre dans toujours cette notion alors là, c'était une installation avec de la projection 360. De visuels qui interagissent en fonction de la musique, mais la particularité, c'était de créer ce qu'on appelait des objets musicaux non identifiés, où les gens pouvaient jouer avec, découvrir ces objets-là. Et en fonction de comment ils interagissaient, ça modifiait la musique. Et comme le visuel interagit en fonction de la musique, ça modifiait aussi l'environnement. Un peu cette notion vous avez le pouvoir de pouvoir changer votre environnement si vous prenez une action, en fait. C'était un peu l'idée derrière. Donc, à voir comment, si ça se fait avec tout le confinement et compagnie. Mais j'ai bon espoir de pouvoir avancer là-dessus. Et je suis en train de réfléchir, j'aimerais beaucoup rencontrer d'autres personnes qui potentiellement sont intéressées par cette notion d'expérience musicale un peu immersive. Donc, si ça vous branche, d'ailleurs, vous pouvez me contacter sur fredazarati.com ou normalement sur Twitter, Instagram, Facebook, si vous tapez Fred Azarati, vous devriez me trouver. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ce serait avec grand plaisir qu'on pourra discuter avec plus de détails de tout ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai l'impression d'être allé très très vite en plus. Oh, c'était bien. Hein. Ah, c'est cool. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, le dernier outil que tu disais, c'était musique visuelle. Merde, comment ça s'appelle ce truc? Ouais, je vais le mettre dans le chat. Franchement, enfin, je vais mettre le site carrément parce que Je même connaissais pas avec du un nom tout. comme ça, c'est super pas bien référencé. Magique musique visuelle, Ah, donc tu tombes sur tout et n'importe quoi. oui, Et c'est c'est vrai une que c'est sorte pas. Ok. tu prends l'idée de tâche designer, mais tu le simplifies au maximum pour l'usage. Ouais, on est ensemble, mec. Effectivement. Tu prends tâche designer, mais tu le limites vraiment à l'usage. J'ai que de la musique en entrée. Tu vois, les notions de lip motion, des choses comme ça. Et par musique, j'entends audio, différentes tracks, différents channels aussi. Parce que très souvent, tu as des trucs qui gèrent l'audio, mais purement en left-right. Tu vois. Deux channels. Genre, quand tu as un wave, c'est que du deux channels. En réalité, tu as des waves à 16 channels, en fait. Et lui, il prend en compte ce genre de considération-là. Et du coup, en fonction, il te permet, comme touch designer, de pouvoir linker des choses. Et une des raisons pour lesquelles je l'ai bien aimé, je pense que c'est comme ça que je l'ai trouvé, c'est qu'on parle de shader, mais il y a, depuis quelques temps, ils essaient de standardiser un peu, enfin, d'avoir une version standardisée pour pouvoir faire des partages de shaders entre applications qui s'appelle ISF. Je pourrais vous mettre le lien aussi. ISF Shader. Boum, boum, boum. C'est les gars de Vidvox qui sont derrière. Et Vidvox, c'est les gars qui font. C'est les gars qui font VDMX, donc beaucoup de. Non, c'est pas ça que je cherche. Bref, en gros, c'est les gars calés qui font ça. Et du coup, tu retrouves l'ISF un peu partout maintenant. Alors, évidemment, comme je disais, musique visuelle magique, musique visuelle, je ne sais plus son nom. Dans Millumine, tu l'as. Enfin, il y a toute une liste de trucs, surtout dans tout ce qui est des applications pour faire de la projection mapping, qui gèrent l'ISF maintenant. Et la garantie, c'est dès que tu as un truc ISF, tu déposes et ça fonctionne. Et franchement, ça, c'est plutôt cool, en fait. T'as pas besoin de. Enfin, ça apporte une compatibilité là où il n'y en avait pas forcément entre les applications avec juste la notion de GSLR, GSLS. Donc, c'est en tout cas sûr, je pense que c'est un peu le futur de ce qu'il y aura, surtout que si tu sais que un shader, enfin, le passant ISF, c'est que dalle, en fait. Il n'y a que des choses. Il y a même une possibilité de convertir certaines choses qui viennent de tout commun, connu, directement à ISF en 2 clics. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, je peux récupérer pas mal de shaders comme ça, les modifier à ma sauce, les faire entrer là et boum, pouvoir les utiliser là. Et je sais que ce même truc-là, je peux le récupérer, le mettre en mode installation avec Millumine si je veux, ou avec MapMapper, ou enfin tous les gros maintenant qui font du mapping gèrent l'ISF de façon assez native. Et surtout que les paramètres sont reconnus aussi de façon native c'est surtout ça l'intérêt en fait. Donc, si tu définis 5 paramètres avec des noms particuliers, les 5 paramètres apparaissent directement dans l'application avec ces noms-là comme si c'était natif. Et ça change pas mal le game parce que si c'est natif, tout ce qui est OSC, MIDI, tu peux facilement les linker en fait. Il n'y a plus besoin d'être un génie quoi, pour pouvoir le faire. Et ISF, quand vous allez sur le site, vous allez voir, alors, ils n'arrêtent pas de changer leur site, mais il doit bien avoir un lien pour pouvoir voir toutes les choses qui sont accessibles. C'est pas dans Doc. Quickstar using ISF. ISF homepage. Voilà. Non, d'accord. Bon, ils ont encore changé leur site. Mais il y a un endroit où tu peux retrouver 200 shaders. Aussi bien des shaders pour pouvoir modifier une image, par exemple, que des shaders où tu génères donc les générateurs. Et tu en as une masse, quoi. Donc, tu peux commencer à faire des shaders maintenant sans partir de zéro. Et ça, c'est plutôt cool. Sans partir de zéro et pouvoir le utiliser dans toutes sortes d'applications. Et ça, c'est plutôt cool. C'était une question, en fait. Je ne sais plus. Je me suis emballé.
Ben oui, en gros, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé là-dessus. Je l'utilise plus beaucoup, mais là, je pense que commencer, surtout avec le lookout, là, je pense que je vais reprendre un peu, j'ai envie de refaire un peu de projet en mode routine. Donc, dire, dans une semaine, ben, je fais un morceau, ensuite j'essaie de faire le visuel qui va avec et tout. Et comme le disait Florian, avec ce genre d'outil-là, tu peux directement te focaliser sur un aspect beaucoup plus artistique, sans rentrer dans du code et dire mais pourquoi ça compile pas. Donc, dans certains cas, moi, j'aime bien l'utiliser. Dans Creative Piano, par exemple, mais je préfère aller dans Unity. Alors, déjà, pour le côté 360 de l'audio, mais il y a des trucs parfois qui me saoulent avec Touch Design. Enfin, moi, Touch Design, j'ai essayé, j'ai pas accroché. Moi, je suis un peu têtu sur les bords, sur les nouveautés, de façon générale. C'est que je trouvais l'interface moche et je me suis dit, si je dois passer les 100 prochaines heures de ma vie là-dessus, ça va me saouler. Je fais le vieux con, hein, mais je l'assume complètement, en fait. Mais non, Florian a dit que c'était 10 heures. Voilà, 10 heures, et après, c'est bon. Et le deuxième truc, c'est que je sais plus. Oui, c'est que parfois, je me dis, punaise, je vois si je devais le coder, comment le faire. Parce que bon, j'ai 15-20 ans de développement derrière mon dos, tu vois. Je me dis, en développant, il faudrait que je fasse juste ces 5 lignes-là et c'est fini. Et comme je suis un peu vieux et con, je me dis, ça me saoule de réapprendre à faire un truc que je pourrais faire avec du code. Alors que Unity est assez intelligent pour me mettre le juste milieu. Il y a des choses dans Unity qui sont juste waouh. Enfin, maintenant, en plus, ils ont rajouté plein de petits modules qui font que avec du drag and drop, tu fais tout. Du shader, des mouvements de caméra, tu mets des tracks et tu dis voilà ce que je fais à quel moment. Tu n'as pas besoin de code pour faire ça, en fait. Et dès que j'ai besoin d'un peu de code pour pouvoir faire du touchy, genre discussion OSC ou bien même intégration de MIDI en in ou en out ou des trucs comme ça, boum, je tombe dans mon code, je tape mes 4 lignes et je suis content en fait. Donc pour le moment, mon good to go, c'est très souvent Unity. Et je ne fais pas de code, je veux juste m'amuser, c'est Magic Music Visual. Donc j'ai même à acheter pour le coup parce que ça faisait très bien le taf et que c'est plutôt cool à expérimenter avec, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle d'avoir fait un hackathon où, et comme le disait Florian, souvent on code et puis en fait on crame tout le temps en fait, et on a un workflow qui est souvent assez médiocre pour pouvoir vraiment échanger avec les autres personnes qui participent au même projet. Donc le code, j'aime coder, mais il y a des moments où des sujets qui sont trop complexes ou qui prennent trop de temps pour pouvoir être réalisés dans un temps contraint. Donc c'est vrai que d'avoir des outils comme Touch Designer, ça donne envie quand même. Ça me donne envie de regarder un peu quand même. Ouais, franchement, Touch Designer, c'est super puissant. Et l'autre aussi que tu disais, là, le Magic Music Visual, il faudra que je regarde aussi. Ouais, même Magic, j'ai envie de te dire, Magic, c'est vraiment. Enfin, tu peux pas comparer Magic et Touch Designer. Déjà, il faudrait que tu prennes un use case. Clairement, tout ce que Magic fait, Touch Designer le fait. Tu vois. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai du tout. Dans mon use case qui est très musique visuelle, l'input est clair. Hein. C'est un morceau que j'ai fait. Et l'output, c'est un visuel. Alors, un visuel carré pour Instagram ou rectangle pour YouTube ou bien 360, c'est juste des questions de configuration et de taille derrière, tu vois. Mais une fois que tu as ça, Magic Visual fait. Pour moi, le moment, j'ai jamais eu à me dire, tiens, il me manque ça. Et même les trucs qui me manquent très souvent, vu que, par exemple, pour l'intégration de la LIP, avant, j'avais déjà développé un truc pour pouvoir envoyer en OSC les informations. Il faut juste le sortir du placard et le lancer, tu vois. Donc, quand tu as ces petits bouts-là, pour le moment, Magic, c'est plutôt cool. Ça vaut le détour, mais c'est pas connu du tout. Même il y a une communauté Facebook qui est presque inexistante. Tu cherches dans les vidéos sur YouTube, tu trouves des trucs d'il y a 8 ans, tu vois. Mais pourtant, tu vois, il y a une petite communauté autour et les gars, ils sont à fond parce que ça correspond direct à leurs besoins. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, c'était chouette. Petite annonce. Ah pardon, Florian, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'avais une question. En fait, tout à l'heure, tu parlais de l'audio VR.
Et tu as parlé d'un logiciel, j'ai vu que tu avais mis une capture d'écran rapidement, mais je voulais savoir si Attends, ça marche un peu. Alors, je te donne le lien dans le chat aussi, d'ailleurs. Alors, c'est DRVR. Ok. Donc, ça, c'est la boîte. Ils ont plusieurs produits. Un des produits, c'est un plugin VST que tu mets dans Ableton, Reaper, whatever. Ah oui, alors, petite précision, j'ouvre une parenthèse. Si on veut faire du 360, il faut oublier Ableton. Ou il faut prendre un minima du Reaper parce que Ableton ne gère pas le multichannel. Et du coup, tu peux pas vraiment faire de 360 avec Ableton. Donc, au pire, tu composes, mais à la fin, il faut aller soit sur du Reaper, soit sur les trucs qui coûtent cher, là, les Cubase ou les Pro Tools. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, DRVR, ils ont des plugins qui fonctionnent avec tout le monde. Mais si tu veux faire plus que ça fonctionne dans mon casque en 360, il faut passer par les Go dont j'ai parlé. Ils ont un produit qui est orienté Unity. Ils ont un produit où tu peux mixer directement tes tracks via un casque VR et même enregistrer les automations de ce que tu as fait dans le casque VR. Donc, tu imagines, tu mets un casque VR, tu positionnes tes trucs directement. Tu dis, OK, c'est ce que je veux. Tu enregistres ta performance, entre guillemets. Ils te donnent toutes ces informations-là et tu peux les plaquer directement dans Unity. Donc, ça, ils ont ça. Bon, il faut avoir le casque VR, il faut avoir une grosse machine sur Windows ou bien 2 machines. Mais en définitive, le workflow, il est beaucoup, toi qui parlais de workflow tout à l'heure, là, il est beaucoup, beaucoup plus simple là-dessus. Et je trouve les prix relativement accessibles, en fait. Et ils ont aussi DRVR Music, qui est comme DVR Pro, mais avec des fonctionnalités en moins, qui fonctionnent que pour faire l'équivalent de musique 8D dont je parle. Ok, merci. Mais en fait, du coup, tu crées comment dire, t'as un espace 3D où tu poses on va dire, tes sources de son et après, lui, il calcule en fonction des mouvements du casque comment tu te déplaces dans ces sources. Alors, si tu es dans Unity, si tu fonctionnes dans Unity, c'est exactement ça. Tu peux avoir un cube que tu mets là, tu dis tu dois jouer ce son-là, et lui, automatiquement, il dit OK, je dois jouer ce son-là, et on s'est mis d'accord que la reverb ambiante, c'est ça. Et si le cube il bouge ou si tu le déplaces, automatiquement le son va changer par rapport à ce que tu as défini en fait. Si tu utilises les plugins, les VST et compagnie, là tu te retrouves à avoir ce que je montrais tout à l'heure là où il y avait les 3 captures d'écran, où tu dois toi-même le positionner et c'est beaucoup moins intuitif. Mais c'est faisable en fait. Au bout d'un moment, tu sais que je dois changer. Alors, j'ai montré 3 captures d'écran, mais en réalité, tu as un seul écran et c'est toi qui change de point de vue, en fait. Faut dire, je veux juste du XZ. Ah non, je veux du XY. Oh non, je veux du ZY pour pouvoir positionner ton truc. Et si tu veux avoir des mouvements, tu joues sur les automations. Parce que comme c'est un plugin, tu as la possibilité de faire des automations là-dessus, comme tu fais des automations sur n'importe quel plugin. Pouvoir dire au début du son, il est en bas à droite et je le fais monter au fur et à mesure au milieu et d'un seul coup, il passe derrière toi. Mais c'est très flippant comme expérience au début parce que tu t'amuses à faire des trucs qui tournent autour de toi et même avec ton casque, tu sens que ça tourne autour de toi. Tu vois. Donc, c'est super intéressant de te dire, punaise, j'ai juste fait une automation, ça tourne autour de moi et le truc, il le fait vraiment. Et il y a plein de choses qui sont possibles avec ça. Mais du coup, et d'après toi, Vas-y, je t'en prie. D'après toi, il gère juste le volume ou il y a plein de calculs non, c'est pas que du volume. Là, le modèle mathématique, ou bien plutôt les modèles mathématiques, je serais bien capable de te les définir, parce que là, c'est au-delà de ce que je connais. Mais c'est pas juste du volume et du pan, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que même si tu essaies de le faire toi-même, ça marche pas, en fait. Donc là, je ne sais pas exactement. En plus, il joue avec les reverbs, il joue avec les réflexions aussi. Et quand tu as plusieurs sons dans un environnement reverb cathédrale et tu prends en compte le fait qu'il puisse avoir des réflexions, de seul coup, tu rentres dans des éléments physiques, donc de la modélisation physique via des calculs mathématiques,
C'est pas juste du pan et du volume. Pas du tout. Là. On est à un autre niveau là. Ok, bah c'est assez intéressant parce que justement, toi, je m'étais posé. Enfin, c'était un sujet qui m'intéressait pas mal et je me demandais si c'était capable, si on pouvait juste avec du pan et du volume faire quelque chose de correct. Mais du coup, tu réponds à ma question, quoi. Tu peux faire un truc, hein, de correct, comme tu dis. Mais quand tu vois ça, comment c'est accessible et simple et le rendu derrière, non. Tu dis non, ça vaut le coup de jouer un peu avec et de vraiment expérimenter. Enfin, c'est mon point de vue là-dessus, en tout cas, à dire, on peut faire du pan et du volume. Hein. Dans certains cas, je le fais encore, tu vois. Mais si je veux vraiment du immersif, je vais vraiment m'amuser à créer des gens qui sursautent et qui regardent sur leur gauche, tu vois. Dire VR Pro, un de ses concurrents, ça fait ça c'est plutôt cool, en fait. Ok, bah cool. J'ai vu une question d'Ibrahim. Alors, mais du coup, tout ce travail porté sur l'expérience immersive, tu le fais pour le plaisir ou tu travailles pour les clients? Alors, moi, j'ai pas de clients du tout parce que je suis comment on dit ça, un artiste émergent, c'est ça? Les gars qui connaissent rien, qui se font avoir, ben, ça c'est moi. Là, je commence un peu à me renseigner, un peu comme toi, Ibrahim, sur comment, en tant qu'artiste, tu peux essayer de faire entrer des sous avec ton art. Je crois que je vais voler la technique de Florian, qui est de faire des prototypes et de récupérer les appels d'offres et d'être déjà ready. Parce que très souvent, quand on les récupère, si tu n'es pas déjà ready, ben, tu perds du temps et de la motivation en même temps. Donc, ce sera ma première chose. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est que faut oublier les installations et compagnie pour un moment, avec ce qui arrive actuellement, pas seulement en France, mais de façon mondiale. Donc, par contre, ça ouvre des opportunités sur tout ce qui est en ligne, quoi. Et ça peut être amusant de voir quelles sont les opportunités que ça ouvre. Clairement, c'est un nouveau, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je me dis que dans toutes les crises, il y a des opportunités. Artistiquement, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est dans ces moments-là qu'ils ont sorti un truc qui sortait de leur cœur, tu vois. Et ils se sont juste dit, ben, je peux pas aller là, plutôt que pleurer, laisse-moi voir où est-ce que je peux aller. Et clairement, un endroit où on peut aller, c'est Internet. Comment, sous quelle forme de projet, si je savais, ben, je le ferais déjà. Bon. Mais en tout cas, il y a des choses à faire de ce côté-là. Je pense que pendant un petit moment, ce sera compliqué d'avoir des publics qui sortent de chez eux pour venir voir des installations ou des expos. Par contre, tout le monde sera arrivé sur son écran, aussi bien les téléphones que l'ordinateur, voire les casques VR pour ceux qui en ont. Et surtout que c'est super accessible maintenant. Et le dernier truc d'Oculus, là, m'a donné une tape, quoi. En fait. Pour 350 €, tu as juste une bête. Donc, c'est super accessible. Je pense qu'il y a un truc amusant à faire. Donc, pour le moment, c'est beaucoup de plaisir. Je réfléchis à voir comment rentabiliser ça. C'est pas mon obsession parce que j'ai d'autres trucs sur le truc. Ouais, l'Oculus Quest 2, mec. On est d'accord. Et j'ai d'autres projets sur le feu. Et une façon de faire aussi, comme je l'ai expliqué au début, cette notion d'expérience musicale, elle est vraiment globale dans ma façon de penser, mes différents projets. Là, c'est le côté artistique qui ne ramène pas de sous ni de clients pour le moment, mais qui s'imbrique vraiment dans quelque chose de beaucoup plus global. Et les autres projets que j'ai autour de ça, ben, j'espère peut-être pourront financer des projets d'envergure là-dessus. Je suis très mauvais pour répondre aux appels d'offres parce que j'ai toujours l'impression de prendre du temps pour ne pas forcément avoir les résultats estompés. Et comme je ne suis pas patient, ben, ça me tue. Mais on pourra discuter. Je crois qu'Alexandre a une question, non? Ouais, une petite question. Si moi je veux commencer à faire là du son 3D, du son 360, je sais pas, pour de la musique par exemple, Ouais. je veux me lancer là-dedans, c'est quoi le super combo? Genre, je me prends Unity et puis je prends Dir VR avec le plugin Unity, c'est ça le best combo? Alors, déjà, si tu veux juste faire du son 360 sans te prendre la tête sur le visuel, Dir VR Pro, c'est le plugin que tu mets dans n'importe quoi, dans Ableton. Je sais que tu utilises beaucoup Ableton. Tu mets dans Ableton, tu mets ton casque et c'est parti. Tu fais une nuit blanche avec. Combo simple de base, c'est ça.
Ok. Et automatiquement, après, tu auras des idées pour d'autres choses. Et si tu veux rentrer dans du Unity, si tu veux faire du visuel avec ça, je trouve que le combo Unity, DVR, Unity fonctionne très très bien et super simple d'intégration. Parce qu'il y a juste à intégrer les assets, le truc il est déjà là, tu as des scènes de démo. Il faut suivre la doc parce que si tu fais comme moi, tu dis ça marche pas et c'est parce que tu n'as pas suivi la doc et tu n'as pas mis le bon paramètre. Tu suis la doc, tu mets le bon paramètre et le truc il tourne autour de toi et tu deviens fou chez toi. Tu fais punaise. Parce que c'est super simple et ça fonctionne super bien. En termes d'immersion, j'étais bluffé de voir. Enfin, le ratio simplicité et immersion, j'ai fait juste waouh. Et même pour faire de la musique et puis donner une dimension de la musique, ça peut être intéressant aussi en fait d'explorer ce genre de choses. Ouais, okay. Complètement. Ben, tout ce qui est 8D musique, si tu tapes ça sur YouTube, tu vas voir, il y a plein de morceaux qui ont été remixés en mode 8D. Ben, c'est juste prendre un track normal. Donc, il n'y a aucune volonté d'avoir de l'interaction ou même un côté je bouge la tête ou quoi que ce soit. Si tu écoutes un morceau, ben, plutôt que faire des pannes et du volume, ils ont utilisé ce genre de plugin. Et il n'y a pas photo, en fait. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui qui pensent le mix de leur son de cette façon-là. Donc, juste dire vers un pro et n'importe quel dos, déjà, il y a de quoi faire pendant le confinement. Quoi. Très cool, super. Bon. Merci Fred. Bon, merci à vous.